prend un petit peu plus de temps que d'habitude. C'est correct, là, on a quand même réussi de parler un petit peu de les langues qu'on parle, les places d'où on vient, la signification de nos noms, toutes sortes de, de petites conversations qui se passent quand même, là. Il y a Dorothée qui dit bonjour, salut! Oups, merde, non, c'est moi qui t'ai enlevé, excuse-moi. Je pensais que c'était parti. Bon, si on veut plus me voir, c'est bien correct, là. Tant que j'ai la chance de l'ouvrir quand c'est mon tour de parler, ça va être correct. Merde, là, je t'avais désactivé. Ah, Excuse-moi. c'est correct, là. OK, Et c'est bon. voilà, je suis de retour. Mais c'est sûr que quand on commence, je vais le désactiver puis te laisser prendre toute l'attention, là. On a une couple d'autres personnes qui nous joignent tranquillement, tranquillement. And I see the recording. Has it already started? Is that there we go. The recording has already started. Donc, faut que tout le monde sache, on est enregistré. C'est dangereux. Ouais, ben, il faut faire attention à ce qu'on dit, là. À partir de maintenant, plus de niaisage. Ah. Madame, je reviens tout de suite. Il y a eu un petit pépin ici, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Allô, On Corinne? est presque là. Mhm. Nous avons quand même une trentaine de participants avec nous. C'est bon, ça? Puis si j'ai bien vu, qui viennent d'un petit peu partout, là. We have Saskatchewan, New Brunswick. Where else have I seen people say that they're from? Quebec, a few of them, I assume. Right. It's about 1 minute before noon, so I'm going to actually close off my microphone and camera now. And I'm going to hide, but I'm not going away. On était 5 minutes, donc on va commencer bientôt.
Bonjour Jean-Yves. Oui, alors il est midi, on va commencer. Alors je me prends pour acquis. Marie, je vais te demander de fermer ton micro, ainsi que tout le monde, parce que on va maintenant débuter. Merci. Donc, bien, bonjour et bienvenue à tout le monde à l'atelier de la société. J'aimerais rappeler effectivement, comme on vient juste de le dire, que l'atelier est enregistré et l'interprétation aussi est enregistrée. Toutes les interventions directes peuvent être faites avec le microphone de votre ordinateur ou, si vous préférez, par le chat, par le clavardage. Vous avez accès aux deux. Pour l'instant, tous les micros sont ouverts. Si il arrivait qu'il y avait du bruit, des fois il y a des interférences, à ce moment-là, on pourrait enlever ces droits-là, mais tant qu'il n'y a pas de problème, on va les laisser actifs. Pour les francophones, si vous prenez la parole pour faciliter le travail de l'interprète, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit qu'on peut considérer comme moyen, ou si vous voulez, qui n'est pas très rapide. Et puis, j'aimerais remercier notre commanditaire SVI Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil web conférence VIA. Et nous avons, VIA nous donne cette opportunité-là depuis maintenant, on débute la 10e année. Alors, la 9e série d'ateliers porte sur le thème « Transition vers le numérique en situation d'urgence. Quelles leçons en tirer ?» La situation de crise qui a amené par le COVID-19 a provoqué, comme vous le savez, une onde de choc dans le monde de l'éducation. Tous se sont mis en mode distance en quelques semaines. Il est important de se pencher sur cette réalité-là et de commencer à mieux comprendre les effets pour l'enseignement en général et pour l'enseignement avec les outils numériques en particulier. Quelles seront les conséquences de cette transition ultra rapide? L'information à distance pourra-t-elle bénéficier ou sera-t-elle menacée par ce qui se passe? Alors, d'une durée d'environ 15 minutes, c'est approximatif, les présentations vont être suivies d'une période de questions, donc de plus ou moins 30 minutes. Alors d'abord, on a Madame Walsh, Marie Walsh, va aborder le thème « Développement de compétences et formations en ligne, comment s'y prendre ». Après une période de plus ou moins 30 minutes, Madame Palano va présenter le deuxième thème, mise en ligne du processus collaboratif, l'expérience de Percolab. Marie Walsh travaille depuis plus de 15 ans en technologie éducative. Elle s'est spécialisée en conception de formation en ligne. Elle travaille comme consultante dans le secteur privé et public au Québec et à l'international. Adepte de l'épistémologie et du socioconstructivisme, elle valorise une scénarisation stratégique axée sur le développement des compétences. Cette scénarisation passe par la considération d'un objectif de performance organisationnelle, l'expérimentation, l'engagement et le développement du potentiel créatif des apprenants. Alors, je vais donc laisser dès maintenant la parole à Madame Walsh. Allô tout le monde. Hey Carole, excuse-moi, là, c'est 45 minutes. C'est-tu 45 minutes en ligne? Oui, tout est en ligne, c'est-à-dire qu'on avait une présentation de 15 à 20 minutes et après ça, une période de questions où tout peut être ensemble, évidemment, là, ça dépend de toi. Bon, ben c'est ça. Moi, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus mélangé. Là. J'ai mis des activités un peu à travers tout ça. Donc, ben, comme Carole en a parlé, moi, je fais le même travail que vous autres. Là. Je suis conceptrice pédagogique et j'ai une maîtrise en technologie éducative que j'ai terminée en 2005. J'ai aussi étudié en enseignement collégial. J'ai un diplôme d'enseignement collégial.
Mais ma carrière s'est finalement orientée un peu plus vers le service aux entreprises, donc le développement de formation en entreprise. Et puis, beaucoup de formations en ligne. J'ai entre autres travaillé pour Elicom pendant quelques années. Donc, avec mon passé et puis mon intérêt à tout ce qui touche au socio-constructivisme, ben, j'ai développé, dans le fond, une façon de travailler là, que je voulais partager avec vous là, en lien avec le développement des compétences. Donc, c'est ça. Fait que le titre, c'est comment le développement de compétences et formation en ligne, comment s'y prendre. Je trouvais que c'était d'actualité parce que au niveau, en tout cas, de moi, de ma carrière, j'essaie toujours de focusser mes formations sur le développement de compétences, mais je trouve que c'est un défi en soi parce qu'il y a plein de contraintes qui font en sorte qu'on ne peut pas nécessairement aller au bout de l'approche. Et puis bon, là, la formation en ligne, dans le contexte actuel, on s'est tous tourné vite vers ça. Même pour moi, comme un exemple, moi, ça fait 10 ans que je n'avais pas fait de la formation asynchrone. Là, je suis vraiment plus spécialisée en formation en ligne en mode asynchrone. Donc, c'est un défi pour moi actuellement là, de donner cette formation-là aussi. Je vais fermer ça. Tout le monde me voit? Oui. Je vais commencer par vous partager. Je vous partage un lien. Je vais faire aussi un partage d'écran parce que il y a un petit site ici qui est super intéressant. Partager d'écran. OK, excusez. Partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre en audio? OK, c'est bon. Bon, ici, c'est un site Internet qui présente les 7 profils de designers, de concepteurs pédagogiques, en fait. Donc, c'est intéressant de se situer à travers ça, puis aussi de situer son équipe. Parmi les 7, il y a le fait d'être éducateur, il y a l'analyse d'affaires, le rédacteur de contenu, tous ceux qui touchent aux vidéos, il y a les développeurs, designers graphiques et rédacteurs techniques. Là, il y a une description en bas ici. Vous devez connaître des gens qui sont plus en design graphique, là, qui ont, dans le fond, des connaissances très approfondies avec tous les logiciels Adobe. Donc, des fois, eux, ils vont être mêlés, dans le fond, à tout ce qui est développement de formation en ligne, donc principalement la formation en ligne en mode asynchrone. Les vidéographes, c'est tous ceux qui vont toucher aux vidéos aussi. Il y en a qui ont un background là-dedans, qui sont très, très, très utiles dans le domaine. Des professionnels de la communication aussi, des fois, qui se ramassent à faire de la conception pédagogique, qui vont avoir des atouts marqués à tout ce qui est marketing, et puis rédaction aussi. Il y a le profil éducateur. Ça, ben moi, je fais plus partie de ça, là, vu que j'ai un background un peu plus en pédagogie. J'imagine qu'il y en a une gang d'entre vous aussi qui se placent bien là-dedans. Les développeurs, il y a des gens qui sont plus spécialisés en informatique aussi, qui vont se ramasser à faire de la conception pédagogique. Les rédacteurs techniques, des ingénieurs, des fois, qui sont mêlés à tout ça. Les analystes d'affaires, quand on va un peu plus peut-être au niveau du développement organisationnel. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Je voulais vous présenter ça parce que puisqu'on parle d'approche par compétence, là, ce sera pas long, il faut que je retourne mon VIA. OK, c'est bon. Parce que puisqu'on parle d'approche par compétence, ben, c'est dans le fond les paradigmes d'apprentissage, on va les retrouver beaucoup au niveau des éducateurs. Fait que là, j'ai fait un petit sondage afin de voir parmi vous, ça fonctionne-tu, là? Voyez-vous le sondage? Oui, OK. Pouvez-vous répondre aux questions? Dans le fond, la question, c'est de voir vous vous situez où par rapport à tout ça, là, en premier, là. Puis après ça, j'ai fait un autre sondage pour savoir, ça serait quoi votre deuxième force? Merci de me répondre, hein, c'est gentil. Là, je vais fermer ma caméra. OK.
Donc, bon, 9 personnes n'ont pas répondu, donc on a 44,7% qui sont éducateurs, designers graphiques 4,3, rédacteurs de contenu 21, développeurs 10, analystes d'affaires 6,4. Fait que bon, on a une majorité éducateurs, designers graphiques. Je vais continuer ça, terminer le sondage. OK. Là, je lance le deuxième pour connaître votre deuxième force. Bon, là, on a une grande 30 rédacteurs de contenu est assez élevé. Puis après ça, ça se ressemble un petit peu plus. Donc, ben c'est ça, là, quand on va parler de compétences, comme je disais, c'est beaucoup par rapport aux approches pédagogiques. Donc, on va être plus dans le coin éducateur. Et puis, ben c'est ça. Merci d'avoir répondu. Là, je vais fermer ça. Vous voyez les résultats, hein? Non? OK, attendez. Oh, non. Chacun voit Tu dois mettre fin, Je suis désolée. Ah, merde. tu dois mettre fin au sondage. Terminer le sondage. Ah, OK. Ah, ben là, je pense ils ont disparu. Hey, désolée. Ben, en tout cas, c'était surtout rédacteur de contenu là, qui était mis en évidence, puis les autres, qui étaient à peu près tous égales. Là. Fait que donc, tout ça pour dire que quand on va monter quand on rentre au niveau de la formation, si on a une équipe de 7 personnes qui ont des forces dans chacun, là, c'est sûr que j'imagine que ça serait l'idéal. Mais sinon, ben, je pense au cours de notre carrière, on va naviguer un petit peu en développant des compétences secondaires là, en lien avec tous ces profils-là. Bon, là, on va continuer avec... je vous ai fait un petit graphique, là, parce que quand on rentre dans le domaine des compétences, il faut bien distinguer le paradigme de l'enseignement du paradigme de l'apprentissage. Puis l'idée, je mets souvent une flèche, là, parce que on essaye de tendre vers l'apprentissage, sauf qu'on va se ramasser tout le temps avec une série de contraintes comme le budget, le temps, le matériel technologique qui n'est pas là. Des fois, on n'a pas le pouvoir décisionnel de s'en aller dans le paradigme de l'apprentissage comme on voudrait. Des fois, les experts contenus ne sont pas très, très disponibles. J'avais l'impression au niveau des institutions, là, des gens qui développent des programmes de formation qui sont institutionnels, puis qui, dans le fond, sont plus éloignés du terrain que si tu es dans une entreprise en soi. Bien, ces gens-là, le fait de ne pas être très près du terrain, ça peut être une contrainte. Là. Comme l'autre fois, je parlais à un monsieur qui il travaillait sur une section mécanique là, qu'il y a dans je pense que c'est une pompe qu'il y a dans un tracteur. Puis bon, la pompe, elle se retrouve dans le tracteur, dans un camion, là, dans plein de moyens de transport, mais il peut pas, il sait pas où ses étudiants vont aller étudier. Fait que il voudrait il voudrait parler de chacun, parce que les étudiants, des fois, ils arrivent sur le terrain, puis ils ne reconnaissent pas la pièce en question. Fait qu'il ne peut pas cibler, dans le fond, son contenu aussi près du terrain que quelqu'un qui est déjà dans une entreprise, supposons, qui travaillerait avec des camions. Et puis aussi, au niveau des institutions, je trouvais qu'il y avait
au niveau des compétences académiques, là, il y a d'autres compétences qui ne sont pas nécessairement liées au travail qu'un étudiant du niveau, supposons, collégial doit atteindre comme au niveau de l'écriture. Fait que des fois, on peut créer des activités où la personne, on va lui demander d'écrire un texte, mais que concrètement, sur le terrain, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle ferait juste le verbaliser. Fait qu'il y avait ça que je voyais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées de contraintes que vous pouvez me mettre dans le chat ou prendre la parole? Là? Il y en a-tu qui voient d'autres contraintes que ça? Non? Bon, ben ça veut dire qu'elles sont presque toutes là. Ici, je vous ai fait un petit tableau blanc. C'est juste peut-être pour que vous mettiez les idées clés là, pour qu'on se situe, c'est-à-dire qu'est-ce que vous metteriez dans le paradigme d'enseignement, puis qu'est-ce que vous metteriez dans le paradigme d'apprentissage. Fait que là, vous êtes supposé pouvoir... Marie, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans le clavardage. OK. Les outils technologiques, certaines organisations ne veulent pas privilégier les outils libres. Oui, ça, c'est vrai que ça peut être une contrainte si on veut utiliser des outils libres. La taille de classe, oui, c'est sûr. Bon, ben merci pour ces deux contraintes supplémentaires-là. Donc, mon tableau ici, c'était juste pour qu'on se situe, là, pour que quand on parle d'apprentissage, on parle un petit peu de la même chose. Vous pouvez écrire sur le tableau, dans le fond, les idées clés par rapport au paradigme d'enseignement puis au paradigme d'apprentissage. Puis en bas, je vous ai mis peut-être des sujets là, d'inspiration comme le rôle de l'enseignant, le rôle de l'apprenant, l'évaluation, l'organisation du contenu là, que vous pouvez écrire sur le tableau. Je voudrais juste ajouter que vous retrouvez les outils pour écrire au bas de l'écran. Vous avez une ligne, une flèche, une forme géométrique, du texte surligneur. Vous avez ces outils-là au bas de votre écran. Bon, on a quelqu'un qui a écrit exposé. Oui, apprentissage par cœur. Oui, c'est ça, alignement, contenu, activité, évaluation pour le paradigme de l'enseignement. Apprentissage, le faire. Bon, on a déjà beaucoup de choses. Bon, ben, je vais en lire quelques-uns. Donc, pour l'enseignement, on a l'exposé magistral, apprentissage par cœur, le fait de diffuser de l'information, sens unique exactement, les connaissances, favoriser l'interaction,
des présentations unidirectionnelles, alignement de Content Activities and Assessment, transmission, mémorisation. Bon, puis à droite, on va avoir participation de l'apprenant, apprentissage en ligne, le faire. C'est l'apprenant qui est au centre de la formation, apprentissage par les pairs, collaboration, classe inversée, évaluation formative. Bon, là, des fois, je ne les vois pas toutes, là, mais bon, ben c'est parfait. Là, je voulais voir où vous vous situez par rapport à ça. Merci beaucoup. Là, je vais continuer avec... dans le fond, c'est une comparaison entre les deux. Là, j'ai mis des mots-clés, là, mais je vais faire ça vite parce que vous semblez quand même toutes bien positionnés par rapport à ça. Paradigme d'enseignement, on va parler d'enseignement à gauche puis à droite, paradigme d'apprentissage plus d'apprenant. La logique sous-adjacente, à gauche, c'est l'égalité, à droite, c'est plus la liberté. Rôle de l'enseignant, on va avoir... là, je sais, ce sera pas long, je voulais descendre ça. OK. On va avoir un expert à gauche, à droite, ça va plus être un guide. Ça, vous l'avez noté. À gauche, on va écouter, enregistrer. On est plus passif. À droite, on est plus constructeur coopératif. À gauche, relation hiérarchique, une relation de soutien à droite. Après ça, organisation de l'enseignement à gauche, exposé de connaissances à droite. Bien, ça, c'est un élément important, c'est le fait qu'on va fonctionner au niveau de situation, de mise en situation, puis c'est là que je veux vous amener. À gauche, l'accumulation de connaissances, et puis à droite, on va avoir, ce sera pas long, je sais, OK. Les connaissances sont construites à partir de contextes professionnels authentiques. Fait que ça, c'est un élément important à retenir. À gauche, conception du savoir, c'est statique. À droite, c'est dynamique, donc on va beaucoup être dans le changement. Fait que les informations vont être un peu plus données, pas justement pour apprendre par cœur, mais bien comme outil de référence. Preuve de réussite à gauche, quantité d'informations. À droite, qualité de la compréhension. Évaluation, c'est à gauche, c'est l'assimilation correcte du savoir. Et puis à droite, c'est la performance lors de projets réalistes. Le dernier petit point que vous avez noté aussi. Là, j'essaie de changer ma page. Oups! Bon, le dernier point, c'était en fait à gauche, c'est ici, là, l'enseignement sous type d'exposé, puis à droite, c'est plus des modules en ligne. Là, j'ai par rapport à ce qu'on disait tantôt, les contraintes, là, je veux juste en parler parce qu'il y en a qui en ont ajouté. On dit la taille de la classe. La taille de la classe, ça peut être une contrainte. Il y a aussi ça, c'est intéressant, les étudiants, Nicole, universitaires, parfois réactifs à l'apprentissage actif. Ça, c'est ce que j'appelle la culture. Puis je pense qu'on... tout le monde est allé à l'école, puis on a tout été habitué, veut pas, à un modèle plus classique, ce qui fait en sorte que les formateurs vont avoir tendance à reproduire ce modèle-là. Nous autres, on arrive avec une nouvelle vision, des études là-dedans, fait que le changement, ça se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que ce document pourrait être partagé? Oui, je pourrais vous le donner. En fait, je l'ai pris en ligne, c'est qu'il n'est plus disponible et je vous le donnerai. Ah, certaines organisations ne sont pas rendues à laisser de l'autonomie à l'apprenant. Ça, c'est vrai. Ça fait plaisir, Carole. Oui, je vais m'organiser pour vous donner ce document-là. Ce document-là, je m'organiserai avec Carole. Bon. Fait que là, moi, Oui, on va le mettre comme on va le mettre disponible à l'intérieur de VIA. Vous allez pouvoir le télécharger à ce moment-là. Parfait. Bon, là, je vous amène à un... Je vais partager mon écran, là. C'est un peu le dessin. C'est un peu la forme qu'il faut avoir en tête si on veut développer, dans le fond, s'en aller en compétences, en formation en ligne. Le principe est simple, c'est de bâtir des scénarios terrain. Donc, c'est comme tu as un challenge au milieu. Ça vient de Michael Allen, pour ceux qui le connaissent. Challenge au milieu.
Puis là, tu vas avoir différentes activités à réaliser, mais on va s'en aller vers le jeu. Tu sais, mis à extrapoler, ça serait le jeu, sauf qu'on va créer des mises en situation avec processus décisionnel, en contexte terrain idéalement. Là, je vais vous parler de celle qui m'a beaucoup aidée dans tout ça. Je vous envoie un lien, puis en même temps, je vais vous partager mon écran. C'est, pour celles qui la connaissent, c'est Cathy Moore. Cathy Moore, elle a fait un beau PowerPoint qui s'appelle Action Mapping. Ça se situe plus en entreprise, mais j'imagine que ça va inspirer aussi les gens qui travaillent en institution. C'est pour contrer là, le infodump, comme elle dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une approche qui est très visuelle. Là, je vais avancer un peu. Là. Son modèle, il ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que dans le centre, vous allez avoir un objectif de performance organisationnelle qui va être mesurable. Là, comme exemple, elle va prendre l'exemple des ventes. Marie, Oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux partager ton écran? Ça serait plus évident. Oui, excuse-moi. OK, c'est bon. Je vais reculer. C'est Cathy Moore. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, là, ça s'appelle Action Mapping. C'est très visuel, c'est facile à comprendre autant pour nous que pour les clients. C'est pour contrer l'infodump, c'est-à-dire le fait de donner de l'information puis passer à un quiz après. Là, je passe quelques slides. Ça, c'est son schéma. Puis vous voyez, on se retrouve avec la même forme que tantôt, là. C'est-à-dire une série d'activités qui vont pointer vers elle. Ce qu'elle va cibler, c'est un objectif de performance organisationnelle. Comme si on prend l'exemple des ventes, ça serait, les gens, il faut les former parce qu'on va augmenter les ventes de tels produits de temps. Ça, c'est le point rouge. Au point vert, on va se demander pourquoi qu'ils ne le font pas. Puis on va monter une activité, dans le fond, pour chaque situation critique, une activité pédagogique qui va être en fait un scénario, une mise en situation avec choix comportemental. Puis l'information qu'on va mettre, c'est uniquement celle qui est en bleu, c'est-à-dire qui est rattachée à l'activité précise. Là, si vous passez sur le PowerPoint, là, vous allez avoir... Ah, puis c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que la formation, ça ne sera pas nécessairement tout le temps la solution, dans le fond, aux problèmes rencontrés. Fait qu'elle va mettre dans le training, tu peux parler des connaissances, des habiletés, puis tout ça, de la motivation, mais des fois, c'est une autre chose qui vient de l'environnement qui fait qu'il y a un problème, puis les clients peuvent penser que la solution, c'est la formation. Fait que c'est toujours intéressant de la remettre en question. Ça fait que son modèle ressemble à ça. Puis au niveau de l'information, elle compare ça à une carte. Supposons que tu t'en vas en forêt, tu vas apprendre à la personne à utiliser la carte pour aller en forêt et non pas à prendre la carte pareille. Fait que prendre la carte par cœur, excusez. Fait que le job aid, ça va être tu as ton job aid, fait que tu peux apprendre aux gens à utiliser le job aid, mais pas nécessairement leur demander d'apprendre le contenu par cœur. Fait que ça, c'est un peu ça résume un petit peu, c'est-à-dire en haut, avec la ligne rouge, vous avez le fait de donner de l'information puis de passer un quiz. Puis l'autre, c'est le fait de créer des activités, les petites mains oranges, et puis de parler du contenu ou donner de l'information uniquement en lien avec l'activité en question. Là, je vais vous parler de quelque chose que... Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait en lien avec ça, pour vous donner un exemple un petit peu plus concret. Là, vous voyez mon PowerPoint, les maquettes? Oui, OK. Merci. Bon, ça, c'était pour, voyons donc, c'était pour une pétrolière au Congo. Puis pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le contexte, dans le fond, à chaque année, eux, il faut qu'ils refassent des formations en santé-sécurité, là, c'est récurrent. Fait que les employés sont déjà là. On n'a pas affaire à des nouveaux employés, mais c'est un peu une espèce de formation continue qui doit être donnée sur le terrain.
Donc, j'ai essayé de développer ça en me rapprochant de l'approche de Cathy Moore. Fait que quand je suis arrivée sur place, ce que j'ai demandé, c'est de voir, dans le fond, toutes les anomalies, les incidents et les accidents qui avaient été inventoriés sur le terrain en lien avec le permis de travail. Parce que là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la formation, ça portait sur le permis de travail. La formatrice, quand elle donnait sa formation en salle, ben, elle passait un PowerPoint avec son information. Fait que là, on a procédé différemment. Au cours de la dernière année, elle a vu à peu près 300, parce qu'eux, ils font l'inventaire de tout ça, là, des choses potentiellement dangereuses qui ont eu lieu sur le terrain. On a inventorié tout ça, puis on a créé des mises en situation en lien avec les problèmes qui étaient le plus souvent rencontrés. Fait que là, la personne, quand elle commençait sa formation, elle pouvait commencer par où qu'elle voulait. Elle cliquait sur un des lieux géographiques là, qui existent là-bas. Puis, il fallait qu'ils répondent à des mises en situation. Là. Ce ne sera pas long, je vais avancer ma diapo. Comme là, ben, ça commençait avec une espèce de vidéo qui te mettait en contexte. Il fallait que tu peintures, dans le fond, le tuyau. Là, tu as accroché le petit bord brun. Puis là, on veut savoir qu'est-ce que la personne elle va faire avec ça. Fait qu'elle écoute ça. Après ça, elle a ses questions. C'est des choix comportementaux, en fait. Puis dans ces choix comportementaux-là, il y en a un bon qu'on veut qu'elle fasse, puis les 3 autres, les mauvais choix, c'est des choses qu'ils ont vues sur le terrain, mais qu'ils ne doivent pas faire, dans le fond. Et après ça, ben là, on a un retour sur tout ça qui explique... oups. Ah, c'est ça. Ben là, il y avait un retour vidéo. C'est toutes des images qui sont prises sur le terrain qui expliquent, dans le fond, pourquoi certains comportements ne sont pas bons, puis certains comportements sont bons. Le petit bout que je n'ai pas pu faire en profondeur par rapport à l'approche de Cathy Moore, c'était les points verts que vous avez vus où on s'interroge à savoir pourquoi les personnes ne le font pas. Et puis, ben là, ce qu'on s'est rendu compte en épluchant, parce que c'était trop long, là, tu sais, comme je disais tantôt, il y a des contraintes, là, on ne s'est pas rendu là, sauf qu'en épluchant les cas qu'elle avait, on s'est rendu compte qu'ils venaient pas mal tous de la même place, les problèmes. Fait que quand on parlait tantôt d'environnement, c'est-à-dire que la formation, c'est pas nécessairement la solution, bien là, on aurait pu creuser le problème pour voir s'il n'y a pas un gestionnaire là-bas qui est plus lousse ou qui permet plus de choses aux employés que ce qu'il devrait. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y avait des gens qui appliquaient pas les procédures de santé et sécurité en lien avec le permis de travail parce que, à cause de la hiérarchie, si leur boss leur demandait de faire la tâche et puis que eux, ils savaient que c'était dangereux, mais vu que c'était le boss qui le demandait, ils faisaient pareil. Fait qu'on a pu ramener ça dans des mises en situation en revenant sur le fait que c'est pas parce que ton boss te le demande que tu es obligé de le faire et que tu ne te feras pas renvoyer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Bon. OK. Fait qu'on va continuer. Là, je vous ai fait une petite mise en situation pour essayer de voir comment on appliquerait un peu cette approche-là qui consiste à scénariser une formation autour de mise en situation. Donc, vous êtes concepteur pédagogique pour une compagnie d'assurance. Vous devez scénariser une formation sur les exclusions de l'assurance voyage. En fait, quand vous allez, vous prenez une assurance voyage, puis à la fin de votre document de référence, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une section qui s'appelle exclusion, qui va comprendre tout ce pourquoi vous n'êtes pas assuré. Comme par exemple, vous allez trouver là-dedans que, ou des limites, là, c'est-à-dire, si vous perdez vos lunettes, vous allez avoir 250 $. Si vous voulez annuler votre voyage parce que votre chien est mort, ben, vous n'êtes pas remboursé. Là, c'est tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance. Actuellement, la formation se donne en salle et vous devez la concevoir en ligne en mode asynchrone.
La formation, elle s'adresse aux nouveaux agents qui répondront aux questions des clients par téléphone sur le produit. Donc, c'est ceux qui répondent aux questions en lien avec l'assurance voyage. Lors de la formation en salle, là, vous allez, dans le fond, vous, ce que vous faites, c'est que vous allez voir la formation en salle pour voir comment ça se passe actuellement. Et puis, ce qui se passe, c'est que le formateur lit la liste d'exclusion au groupe pendant 1h30. Fait que là, ce que je voulais explorer avec vous, c'est comment, dans le fond, re-scénariser ça en fonction du développement de compétences et puis l'atteinte d'un objectif de performance organisationnelle. Donc, la question, c'est identifier un objectif de performance organisationnelle et une scénarisation appropriée pour votre formation en ligne. Là, ce qu'on pourrait faire pour l'écrire, c'est peut-être, je pense, je vais remettre un autre tableau blanc. Puis là, on va aller. Je vais vous laisser écrire vos propositions. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, là, je vais répondre aux questions qu'il y a dans le chat. Est-ce que la compagnie veut vraiment que le client voit ses exclusions? Je peux peut-être vous voir ses exclusions. Dans le fond, la situation, c'est que la personne que vous allez former, elle va répondre au téléphone à des clients qui veulent acheter l'assurance voyage ou qui ont des questions en lien avec l'assurance voyage.
Bon, ben merci pour vos réponses. On va prendre quelques minutes pour regarder tout ça. Donc, en bleu, en haut, on a objectif. À la suite de cette formation, les participants seront en mesure de reconnaître les exclusions des assurances voyage tout en utilisant un outil d'aide à la tâche à titre de référence. Ouais, l'outil d'aide à la tâche, dans le fond, ça peut être le document qui est déjà disponible avec les exclusions. La formulation, ouais, les participants seront en mesure de reconnaître les exclusions. Oui, c'est de savoir où sont les exclusions. En orange, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, désolée. Est-ce qu'elle a... OK. La deuxième en orange, répondre aux questions les plus fréquemment posées par les clients, les 80% sur les exclusions, et être capable de trouver les réponses aux questions moins posées par le client sujet. Avant, faire recherche pour trouver quelles sont les 80% des questions les plus fréquemment posées sur cela. Bon, ben ça, c'est moi, c'est ça que j'avais fait comme... c'est ça que j'avais pris comme décision, là, c'est-à-dire, on forme des nouveaux agents. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient rapidement fonctionnels sur le plancher. Donc, on va s'interroger sur les questions les plus fréquemment posées par les clients pour les adresser en salle de classe. Et puis, on va leur apprendre à fouiller, dans le fond, dans l'aide à la tâche, qui est le document de référence de base qui est produit par la compagnie d'assurance, là, au cas où il y ait des questions moins fréquentes, puis aussi la possibilité de créer des systèmes de communication à l'oral, là, peut-être avec d'autres employés là, qui sont là depuis plus longtemps pour répondre à ces questions-là. Service à la ouais, service à la clientèle, client satisfait, ça c'est sûr que si les employés sont bien formés, on va y arriver. En orange, dans le milieu de la page, éliminer les appels inutiles concernant les cas couverts à 80%, temps de traitement d'un appel réduit concernant les différentes couvertures, éviter la déception des clients lorsqu'ils ne sont pas couverts, importance de donner l'info juste et précise avant de parler. Donc ça c'est un objectif organisationnel, mais là, le rattacher vraiment au fait qu'on forme des nouveaux employés, c'est peut-être, il y a peut-être une petite déviation aussi là, par rapport à l'objectif, vu que c'est des nouveaux employés. Scénario d'appel client, exactement. Job aide pour les exclusions, donc ça rejoint un petit peu l'autre point. Là, on va scénariser ça autour de faux appels clients qu'on peut faire facilement en ligne, c'est-à-dire on dit un client qui vous appelle et vous pose telle question, que lui répondez-vous, puis la personne elle doit aller chercher dans ses aides à la tâche pour décider de sa réponse. Scénarisation tableau interactif par sujet de type FAQ. Bon, ça, on tombe un petit peu plus en contenu, là, de ce que je comprends là, c'est que ça serait peut-être appliqué de façon générale, mais c'est une façon peut-être de se familiariser avec les exclusions qui pourraient être les plus fréquentes. KPI, réduire le nombre de réclamations en lien avec exclusion. Oui, ça, c'est un objectif organisationnel là, qui est à plus haut niveau. Là. Scénarisation difficile à déterminer car c'est un enjeu de communication aux assurés plutôt qu'un enjeu de formation. Bon, objectif, à la fin de la formation, les agents seront en mesure de répondre aux questions des clients à propos des exclusions. Fait qu'on pourrait rajouter des questions les plus fréquentes en lien avec la rassurance voyage. Scénario asynchrone, dans un premier temps, que les agents prennent connaissance du guide et des informations, lecture dirigée. Oui, ça, on pourrait faire ça, diriger vers, dans le fond, les situations les plus fréquentes, quiz sur leur connaissance avec mise en situation réelle. Donc, ça sera un scénario un peu avec un scénario d'appel. Avez-vous des questions? Non? Bon. Alors, je vais repartager mon écran parce que non, je vais mettre ma caméra. Oh. Donc, ben c'est ça. J'ai fait le tour de mon sujet aujourd'hui. J'espère que ça vous a aiguillé un petit peu. Là. Donc, je vous invite à, même si vous travaillez en institution, de regarder un petit peu ce que Cathy Moore fait parce que c'est très intéressant.
Et puis, il y a Michael Allen aussi, dont j'ai le livre ici. C'est une autre approche, Living a D for Sam. Michael Allen, spécialisé en développement de formation en ligne asynchrone. Et puis, ben, je vous souhaite bonne continuation dans vos efforts pour faire rentrer l'approche par compétences dans vos milieux de travail. C'est un défi en soi. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Puis là, vous n'avez pas de questions, rien, là? Il n'y a pas de... Malheureusement, on arrive pas mal au bout du 45 minutes. On peut quand même poursuivre un petit peu plus tard ou prendre une question. On peut en prendre une, mais on va enchaîner avec la prochaine présentation. Mais on peut y aller avec une question. Ben, il y a Rachel qui dit qu'il y a une question. Vous m'entendez? Allô? Oui. Allô? Oui, OK. Ben, c'est ça. Moi, je me demandais, dans le contexte justement du passage en ligne, comment vous avez fait avec, vous savez, souvent on donne un cahier à l'apprenant, qu'il écrive dedans, qu'il prenne ses notes. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on a plein d'outils. Souvent, c'est un cahier, mettons, en PDF ou un cahier papier, puis là, les gens écrivent. Comment vous avez fait ça en ligne, en virtuel? Et vous gardez un Là, document? faudrait que j'aille un petit peu plus d'infos sur le contexte, là, pourquoi ils notent quoi dans ce livre-là. Ah, ben souvent, c'est comme des questions-réponses. Oui, des fois, c'est des choix multiples ou des mises en situation, mais le document est fait, c'est un schéma pour te référer. Bon, le schéma pourrait être en ligne, mais dans ton cahier, tu vas avoir l'exercice à faire, puis tu vas aller écrire ce que tu as vu ou prendre des notes. OK. Là, c'est ça, là, j'aurais vraiment besoin plus d'infos en lien avec le contexte, là, parce que là, ils prennent des notes. Pourquoi? Parce qu'ils vont le consulter après, quand ils vont travailler, ou c'est parce qu'ils vont avoir un examen à passer, ou... Non, il n'y a pas d'examen. Souvent, c'est dans le cadre de la formation, ils prennent des notes parce qu'ils répondent à l'exercice, après ils corrigent. Et des fois, ça va être pour s'y référer plus tard. Ben, moi, je rentre ça dans la catégorie habitude. C'est-à-dire que c'est une habitude qu'on fait, mais pourquoi on le fait, puis tout ça, là, ça, c'est d'autres questions à se poser, parce que ces volumes-là, là, des fois, ils se ramassent à la tablette, puis il n'y a plus jamais personne qui y touche. Puis on dirait que c'est un peu c'est une façon, oui, d'occuper les gens lors d'exposer. Là, transformer les exercices en ligne, ça se fait, mais c'est c'est ça, là, c'est sûr, si le contenu, comme par exemple, pour être structuré en job aid, c'est-à-dire sorti carrément de ce guide-là, là, pour, tu sais, la structure, elle tient plus vraiment, là. La structure cahier, tout ça tient plus la route dans cette approche-là. Excusez-moi, je réponds vaguement, c'est parce qu'il faudrait vraiment que je pose plus de questions. Oh, Mais il y a d'autres choses à faire, c'est sûr, là. OK. OK, ça marche. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Marie, Madame Watch. On va maintenant passer à la prochaine présentation. Je vais revenir avec la page d'accueil. Avec Madame Palano, dont le thème est mise en ligne du processus collaboratif, l'expérience de Percolab. Madame Palano, à travers ses 25 ans d'expérience en facilitation, Laurie a pu faciliter et prendre part à une grande variété de processus participatifs, autant au Canada qu'à l'international. Amenant une touche ludique et une posture sereine, elle trouve les outils nécessaires pour apporter de la clarté dans des situations complexes. Ses capacités de gestion de projet ont été renforcées par cette pratique de facilitatrice, lui amenant adaptabilité et fluidité. Laurie est passionnée par la conception de processus faisant bougeonner la participation inclusive et qui provoque l'émergence de collaborations saines. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre présentatrice anglophone, Madame Palano. Hello, everybody. I wonder if maybe the first thing that we can do is just take
a little moment, take a breath, stretch. If anybody needs a glass of water or something like that, I'll start slowly so that people can take a moment to stand up and move around a little bit after 45 minutes. It might be a little bit of something to get the blood moving again. I find it, if you do get up, if you are wandering around, it might be interesting to grab a pen and paper, or if you're the type of person who prefers typing to writing, find a little document on your computer where you can jot down different ideas. We're going to be going through, in my presentation, we're going to have a lot of questions that I'll be asking you, and you might want to take notes on what sort of answers that you're working on. So I'll give you guys a moment to stand up, stretch, grab a pen, grab a paper, open your computer, shake out a little bit the sitting in front of the computer thing. And during that time, I can present myself a little bit. My name is Laurie Polano. As you said, I work with Percolab, which is, oops, I have the French version on the thing, sorry. And this is one of the problems of working in both French and English, is that sometimes you don't notice when there isn't the difference. But Percolab is a cooperative, a workers' cooperative that works on creative, courageous, and conscious collaboration. And so that's part of our idea. And of course, as most people have over the past few months, we've had to move what for us was a very participatory in-person kind of process. And we've had to move things onto the into the online sphere. So yeah, so we'll chat a bit about what that can look like over the next few minutes. So I'm going to assume that everyone has the blood moving again. They're ready to sit down. We're ready to start. So we'll start with a little question, just to get us warmed up. You can all write an answer in the chat. So in your opinion, what is the most fun part of doing instructional design? So write something down in the chat, please. Hmm. Wow, there's some really interesting stuff in here. I like this one that says "Fais le ménage dans la tête des experts." So figuring out what's going on and with experts and cleaning that out. That first brainstorm, the finding the creative ideas, graphics and illustrations to convey concepts. It's really helpful as well. New concepts. I saw somewhere, where did it go? Somebody who said to learn a whole bunch of new things myself. I don't remember where that was, what exactly we said. Ah, there we go. La découverte d'un sujet que je connaissais peu, je veux dire. So yeah, so there's lots of different things that we have here in terms of our preferences. I actually asked this question because for me, one of the most fun things for me to do is that trick of like finding one less thing for me to do, which means one more thing that the participants can figure out and do for themselves. So this is an inspired line from all of our Percolab design sessions. It's like after we think our design is done, we go, okay, what's one less thing? One less thing we're going to do. Okay. And then the challenge goes from there. So in our work with Percolab, we do healthy collaboration for system change. So often that comes in as training, but it can also be coaching or accompanying organizations that are going through a transition, or just straight up facilitating different collaborative work. I find that
our session design, because it isn't always explicitly instructional what we do, but our session design is much like instructional design in that it's all about relating like figuring out the situation where participants can get the most out according to a clear intention. So for us, obviously, having that intention is a really important thing. So what's my intention for the next 15, 20 minutes, however long, might be a little bit longer than that. For me, my clear intention is to share some ideas about how to make online events as participatory as possible. And given the nature of what we were just saying earlier, actually with Marie's presentation, better than just talk about it, let's try doing it. So here's what we're going to do. You all come to this webinar with a certain experience, whether you've got lots of experience online, whether you don't have much experience online, but you do lots of other instructional design, whether you don't necessarily do a lot of instructional design so far, but you still participate in different things. We all have different levels of experience, but we all bring something to the workshop today. So what we're going to do is we're actually going to experiment with the breakout group functions in VIA, and I'm crossing my fingers that it works well for us. And we're going to go into the breakout groups to ask this question. How is designing for virtual events the same as for in-person events? And I use events because it's often something for me, I'm thinking particularly about the synchronous events, things that are happening actually at the same time, which is a bit different when you're doing the asynchronous online learning. So here I'm focusing mostly on synchronous. And so the idea is you'll be in a group of, I think, 4 or 5 people. And I'm going to send you off for 5 or 6 minutes, let's say. So take a moment to introduce yourselves. Make a list of how is designing virtual events the same as for designing in-person events. You can record it. This is where your pen and paper or a little place on your computer would be useful. Record that, and then we'll come and bring it all back in to the plenary group. Just before I go, are there any questions about that? Okay. So we'll experiment with this breakout group. We'll see how well it's actually going to work. Do let me know if there's a problem or a difficulty or anything like that. I should be here in the main room. And so you guys could come back and find me if there's a problem. And I see, hold on, a couple here. I'm just going to make a couple of small changes because some people have left since I put together the breakout rooms. And so they're uneven. I think they should be more or less even now. So if that's clear, I'm going to send you off to have this discussion, and I will see you in about 5 minutes. Do I see Sabrina here? Are you with us and didn't get sent to a breakout room? On dirait que je suis restée dans le grand groupe, oui. Ouais, bon. C'est ça, c'est un logiciel que je suis pas complètement habituée à utiliser, donc je suis pas certaine. Ah, ici, je peux peut-être. Ah oui. Voilà, je vais t'envoyer dans une autre petite salle. Est-ce que ça a marché? Ça semble pas, non. Oh non! Je me demande s'il y a quelque chose que tu peux. Sinon, c'est pas grave, là, je vais attendre.
Je vais attendre c'est quelques minutes. Je sais pas comment- Ah, attends, je vois quelqu'un. Ah, je vais juste aller une seconde. Oh. Es-tu là, Marie? Ça fait que ça a coupé tout d'un coup. Marie, es-tu là? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas qui parle, mais j'entends presque rien. Carole, est-ce que tu es là? Oui, moi je suis là. Je pense que les salles ont été déprogrammées, je crois. Yeah, Ah I was bon? just going to say it was a very brusque ending. I tried to send a message out to everyone that the rooms are about to end, but I don't know whether it actually went out. This is one of the problems of having a unfamiliarity with your tools. OK. So I hope that you did still happen to have a reasonable conversation with everybody, that the ending wasn't too brusque. All right. Short. Sorry? It was very short. It was very short. Well, that's because you guys probably have too many good ideas, right? Yeah, that's it. That's probably what's going on there. Excellent. So what I'm going to do is we're not going to take the time to get everybody to repeat back everything that they said. Instead, I'm just going to invite you to think about one really important element that was named in your groups
And then I'll invite, if somebody wants to open their microphone and just speak their one important element. And then another person from another group can add one important element from their conversation. We don't need to repeat the things that have been said. The idea is just to sort of get a collective image of what some of the important parts of our discussion had been. So, is there somebody who has something important that has come up from their discussion? Hi. Please feel free. Yes. Hi, hi. This is Diane Laferrière, and I was with Sonia Ribaud and Nancy Chanel. One of the main things we identify is actually the needs analysis, like meeting the client at the beginning and doing the needs analysis and the objective, identifying the objective. We thought all of that would be the same, and it's really important. It's just when you get to the way to get to the objective that's different, but we stop there. But that's an important part. Needs analysis, the same process. Thank you. Process. Thank you. Anyone else? Yeah, Jean-Claude Poitras here. I was with Mary Walsh, and I don't remember the name of the other one, although she was, I don't know. Anyhow, what we're talking about is the lack of emotion when we're having, when it's virtual. Most of the time, you don't have any physical, let's say it's just pretty hard to interpret what the other people is saying, and sometimes you don't really know, how real it is. So there's a lack of that. All right, thank you. Someone else from another group? Hi, this is Felix. I was with Corinne, Huyo, and Zain. A thing I would say would be the transmission of information or support to the people, so either like teachers or to students or whatnot. So how the transmission needs to, or the information that we need to give them, or the support with new tools or ways to for them to help them how to work with new software or new tools that they never learned or never used. So I think the transmission of information might be the same, even though we might be in distance or doing video conference or whatnot. I'll just read out a comment that Carole said, is that people are invited to express themselves in the language of their choice, because there is the translation service that can do the translation for us. So if anybody is wanting to express themselves in French, you are certainly welcome to do so. Can I take maybe one last person, somebody else who's got something burning that they want to share? Got somebody sliding a note into the chat about the difference being that human contact and the sharing of emotions, as we were saying earlier. Yeah. All right. Well, thank you for that, everybody. I'm going to share a couple of things that I feel like are things that I've learned or that we've experienced over the past few months about how to do this kind of bringing participation online. One thing, actually, I'm going to take this moment to say is that if we were doing this particular workshop in a team setting where we would be wanting to take things forward, there would certainly be more focus on how to capture all of the ideas that are coming out. Like, I probably wouldn't have just said to you, well, write it down on a paper and you keep it for yourself. It probably would have been something that would have been more collective in one way or the other. But either way, and this is a personal little dada of mine, I never just ask groups to tell them
what did you talk about? And have all of the groups go around. Because one of the things that we're finding that's key with the virtual is that as people speak, the longer they speak, the harder it is to listen, right? So not wanting to kill any energy, instead of asking each group to go around and present all the things that they spoke about, it's always finding one key question. Like this one important element, sometimes it's one thing that surprised you, usually a question that tries to encourage some sort of analysis, not just repetition of what happened in the room. So that's one of the things, which is a personal mission in my life, to share that idea with anybody who's doing instructional design. So thank you. I can check that off of my bucket list. The other thing that is very important in the work that we do in Percolab, and I think can be shared out farther than it normally is this idea of using these collective intelligent processes. I am not the only one with the answers. Many of you have experience, and you have the variety of contexts, different places that you've done this experience that I don't necessarily have. You're much more likely to remember what you discussed with somebody than what I'm just yapping at you anyway, right? So I'm thinking of one of our experiences. We did a profil de compétences with the Union de Municipalités de Québec this summer, where it was really a process of co-creation. It was over 5 sessions where some of the same people were there the whole time. Sometimes it was different people who could just come to one session. And the idea is that we were always building on what people said each time to come up with a much more enriched final product. So the idea isn't just that we're going to come in and say, okay, well, this is what you have to have as your competences. We really worked with the groups who were there because they have a part of the answer. We can't have all of the answer ourselves. Another idea is using experience. I didn't just talk about participatory activities, we tried to do one. And I'm sorry if it wasn't as smooth as it could have been in terms of how the breakout rooms work, but that's one example. And so whenever possible, use experience over explanation, even if it's just sharing your past experience. I'll share one little experience of mine. I was just teaching a course at the Université de Montréal for Ingénierie de la Formation à l'International. So it's a course at the University of Montreal for instructional design in the international cooperation context. And we were talking about Paulo Freire and the idea of different radical pedagogies. And I just remembered that myself, when I was in university, I once had a teacher who gave us an hour-long lecture on what banking education looks like and how it's not necessarily effective to have a presentation from the front, which I thought was so ironic I couldn't even listen to what was going on. And so our idea is use the experience. So we look at we invited the students to think about an experience that they had of education that was not interactive, and then to spend time in small groups trying to brainstorm different ideas of how we could tweak that so that it could be more coherent with different participatory processes. So instead of me answering questions of the students of this is what participatory process should look like, they played with it on their own. And then when they came back in the full group, well, they had more precise questions and maybe deeper questions on what this could look like and how they could do that in their own work. Another element of what we're looking on are questions that are looking for strengths. For example, we spoke about how is doing instructional design online the same as offline. People tend to, most people that I meet, have more comfort with the offline situation. And so the question is then, how do we build on what's the same as opposed to, let's look at all those scary things that are different. And so having a good structure is, and having well-planned questions is all essentially the same. Like we were saying, the needs analysis, all of these things, the structure, the being able to transmit the information, all of these things are the same, but it's just amplified in the virtual. The virtual really is a
well, I mean, we could talk about a limit, but we also like to say a creative constraint. And so there are certain things that are constraining about working on virtual, but the idea is really, how do we use that to be more creative about it, right? And because the whole structure of doing this design is very, very similar to how we would do it offline, we would also know that there are very few situations in which lecturing is your best option, just as Marie was talking to us about earlier. And so if we take this idea that virtual is like in person but amplified, it's the same thing. The amplification tells us that there are even fewer moments where it makes sense online to be going through the lecture style. So with all of that, I kind of have, hold on, where's my other question here? I wanted then for us to take a look Laurie, at... il y a eu des... I'm sorry, il y a eu des interventions... on the chat. Sorry, I was looking at my notes. I wasn't seeing them. Oui, on the chat. Corinne Roy-Lagarde, alors je vais te laisser partir à partir de cette... Excellent. She's saying, let's not forget that there's always a person behind, a person that we're addressing to another person, regardless of which way we do it. Another one, yeah, thank you, Corinne, that's exactly it. And the interesting thing about saying that there's a person that we're addressing is that a person also comes with their whole history and their whole background. And that by building on that and allowing them to share that and make links with what their background is and the subject that we're talking about, it allows them to really bring together the ideas in a way that's going to resonate more with them over the long term. We also have, nous parlons davantage de cours et salles virtuelles que de synchrone et asynchrone. OK. Ne semble rien manquer au niveau émotionnel puisque c'est devenu comme échanger sur Skype ou FaceTime. Okay, I don't know, Julio, if you wanted to, if you had something particularly that you wanted to bring out in the comments that you'd written there. Just the idea that there is a difference between planning for something where we are together like we are right now versus something where it's online in an asynchronous way that people would be looking things up separately, right? So that we really have to think of any course that we're giving synchronously as a real experience, right? Once users get used to the webcam and the mic, participation is easier, yes. Well, used to, and I think there was an interesting comment in the earlier presentation as well, this idea of culture. In the work that we do with most of the outside organizations, most people have their camera open most of the time. I was in for quite a shock when I got to the university and realized that students do not have that culture. They were like camera off all the time. And it was really hard to sort of bring up that kind of participation because people were so used to hiding behind their thing. What is your understanding of participants' hesitation using the camera and microphone? Interesting question, Tina. Part of it, like I said, is kind of culture. Part of it, I would think, would be, I mean, there is some sort of ease with the technology. Like, for example, I don't even know in this particular platform if we all could open our cameras, what that would look like, right? So it might just be kind of too much information as well. I'd be interested in hearing if other people, because like I said earlier, I'm not the only one with answers. Do other people have any ideas as to why there's a hesitation for people using their camera and their microphone? Somebody who's hiding behind and not opening their microphone would be the perfect candidate to open their microphone and tell us right now. Yeah, right. Go ahead. Hello? Me? Yes.
Okay, I was just thinking out loud. I was saying, holy gee, yeah, it is a fact because when I'm asking my students, a lot of them they do not want to use their camera. Actually, when I ask them why, most of them are saying they're too shy. But my guess is that they are doing something else. Maybe work, Also, sometimes that's it. and maybe working, and on the other side, maybe it's the background. And because a friend of mine who's also a teacher, she's using virtual teaching most of the time, and she has this kind of background because she doesn't want to people to see what's in her house or the room she's in, but things are, Right. I, I don't know, maybe they just have something to hide or. Mm. I think I saw Tina also try to open your microphone. Yes. I'm wondering, could it be because of the confinement, we're all inviting people inside our home? Could it be that there's an intimacy issue that people don't want to invite people in? Because people do FaceTime all the time, but with their friends. And now suddenly we have many strangers just watching our home. Just a thought. Yeah, it could be. Or as Francois says, the kids running in behind. Or the cats who walk on the keyboards. I've seen a lot of that going on, little cat tail passing in front of the camera. I mean, there certainly is that issue. And I mean, while I would never insist that people open the cameras, certainly I encourage people to open their cameras. I don't know when you guys were in breakout rooms, you didn't have the option to open your cameras, did you? Yeah? So it was mostly done just by, some people said they did, other people didn't see where. But either way, actually, the one thing I was going to share that I found with the course that we were doing at the University of Montreal is that in the main room, everything was black all the time. But when we sent them to the breakout rooms, they were quite happy to open the cameras and talk with their peers. So there might actually be an issue of power imbalance as well, where there was a little bit of shyness. Yes? Sorry, Simon Tousignan would like to say something, I guess. There's a hand. Oh, yeah. So go ahead. That was thank you. I didn't see the my hands. No, that's okay, to the conversation where in our case we have some participants who are in remote area. So the more people are using their webcam, the more bandwidth it's hogging, and they have to. We are actually requiring them to that nobody except the facilitator is using their webcam, because it's going to be sluggish for the participants who are remote. Yep. Definitely. Il y a aussi Madame Laferrière qui voulait prendre la parole. Yes, hi. I was thinking, well, one thing's important, even if you don't see the participant, especially if it's a large group, to me what's really important is at least the leaders, the trainer, we have to see their face, because this is super important. And I've heard this comment before that some people were saying that if they don't see the leader or the trainer, it kind of creates a disengagement. So at a very minimum, you have to have the leaders and the trainers with the camera on. I mean, they just have to think ahead of time. If there's something they don't want us to see in the house, just figure it out before, but that's a minimum. It's really important. And where I am in my small group, in a small team, I always insist to see everybody. And if I'm calling somebody I've never seen before, I'm going to tell them. If they're in the black, I say, I don't see you. I don't see you. And then they're going to show up because I want to have the contact. But if it's a big group, then I understand. If it's a big group, it doesn't really add anything. If you're like 50 people, it doesn't really add to have a little picture of the person down there. It doesn't add anything to
the interaction, I think maybe that's why like you were saying, in small groups, people will open up and show their camera. So I'm just saying it's important at a minimum to have at least the trainer, the leaders to have their camera on. And for me, in small groups too. And what I think is interesting in that comment, that it's interesting for the leader to have their camera on, is there's also the question of, for example, when we're using PowerPoints. Here, like I know in some logiciel, in some software, in some applications, it's easy to have both your PowerPoint and your picture. But I was noticing even with myself, with Marie, because we had her PowerPoint, but we didn't have her picture at the same time sometimes. Sometimes we did, but sometimes we didn't. And I mean, that's just an issue of this particular application, I imagine, and familiarity with it. But it did for me make it more difficult. And speaking of the, I for me, can make it more, just sorry, and just to add what you say, when we couldn't see her picture when she was sharing her screen, right, that's when. right, Otherwise, right. we can see the picture and the PowerPoint. Yeah. So that's an interesting thing for us to think of in terms of being, you know, trainers or facilitators. Okay, if that's going to be an issue, then do I have to think about how I can share things so that people can also see me from time to time. And although I would agree that when it's like a large room, it doesn't necessarily add a lot for the participants to see all the other participants. It certainly, I mean, eventually I got used to it, but the first few hours sitting in front of a whole bunch of black screens with people being slow to respond, it certainly plays also on your energy as a facilitator. And so that's something that you also have to kind of plan for. Okay, if I'm looking at a black screen, what am I going to do to make sure that I continue to be engaging? I saw somebody here a comment that says, I don't have my mic. Depends on culture, yeah. Study in the Middle East, which is an oral culture, professors like to see and talk. They refuse to teach asynchronous courses. Interesting. That's why all courses at these universities are synchronous. Huh, very interesting. Yeah. So I was going to invite us as a group to look a little bit at another kind of challenge question. Is this it here? Yeah. If I were doing a longer workshop with you, I would probably break this one into small groups as well. But given that we don't have very much time left, I thought maybe we can use this kind of collective intelligence that we've got and sort of continue throwing out different ideas of how might we design our online experiences differently for our participants. So if there are any questions, certainly feel free to continue asking them. If anybody has any ideas or suggestions to throw in on this particular question, I would also like to hear that. Tina was saying that when everybody has an open camera, that participants also engage with each other. Interesting. So who has an idea? How might we design our online experiences differently for our Julio participants? just raised his hand. Mm-hmm. So go ahead, Julio. Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Like what we do here in the Atlantic in New Brunswick is that we, even if we have online courses all the time, and our online courses have synchronous and asynchronous activities, we try to put ourselves in the position of the student. Some students are visual, but some other students need to read. Some other students need to watch a video or a presentation or a PowerPoint. So we tend to prepare all our material for our courses in every medium. And we let the student decide where do they want to follow, which path they want to go through.
If they want to just to read, they can read, they just click and they read. If they want to have anything online at the same time with the teacher, in private or in public, it's up to them to decide. Mhm. That sounds like a really strong, a really robust sort of support for the students in this, in any sort of online learning, and particularly in this time when people are doing online learning even when they don't necessarily choose to. It sounds like a really strong. Guidance of the Concepción Universal del Aprendizaje. Mhm. So we try to have everything in all the medium for all our students, Mhm. and we also have the application for those who are dyslexic. So Right. we're- Thank you. Excellent. I have just noticed that we are already at 1:30. So sorry if I've gone a little bit over. But just like we did a little sort of check-in at the beginning where we said, what do we actually enjoy? What are the fun parts about doing the work that we do? I'd like us to do a little bit of a checkout to kind of help us, you know, settle some of the ideas and make our transition to our next work. So I'd invite anybody who would like to please share in the chat one idea that stands out from today's workshop sessions, either this one or the one with Marie earlier. So please share something in the chat and then we can all say thank you and finish our workshop. Using collective intelligence processes. Open my camera while I'm presenting the PowerPoint. Oh, a recommendation. Try Adobe Connect free account. You'll love it. That we'd both asked a lot of questions. Remember the human nature needs. Being proactive. Excellent. Well, thank you all very much. I'm going to stick around and see if there's any other last ideas that come in through the chat, but I do recognize that we're at the end. Carol, I don't know if there's something that you'd like to say to close off, or whether we can just say goodbye. Yes, thank you very much. Effectivement, l'atelier touche maintenant à sa fin, alors je vais prendre quelques minutes pour remercier très chaleureusement Mesdames Walsh et Pano pour leur participation. L'enregistrement de cet atelier va être disponible dans quelques heures. Vous allez tous recevoir un courriel à cet effet-là. Et enfin, je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Le prochain atelier va être en 2021. Vous allez surveiller vos écrans. Vous allez recevoir un courriel à cet effet-là aussi. On est en train de préparer les 2 prochains ateliers. Alors, et si vous avez, j'encourage toujours tout le monde, si vous avez des idées d'ateliers, n'hésitez pas à nous faire parvenir une information à ce sujet-là. On s'arrangera pour les mettre en pratique. Merci beaucoup, mesdames, encore une fois, et bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée.